je vais vous présenter Antonio Agustín Gallego. Bonjour Antonio, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Antonio a une expérience de plus de 20 ans dans l'enseignement scolaire, que ce soit privé, semi-privé et public. Son parcours lui a permis également d'être professeur dans les EOI, les écoles officielles des langues, ici en Espagne. Et en ce moment, il est prof de l'ASO dans le système public andalou. Voilà. Il est formateur de formateurs. Antonio, il est examinateur d'ELF-DALF. Et en ce moment, il est président de l'association de professeurs de français des Cadiz, Galiadir, mais il est aussi le président de la Fédération espagnole d'associations de professeurs de français, la FEPF. Voilà, donc merci beaucoup Antonio, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et voilà, je te laisse sur scène et bon courage à tous. Profitez bien. Bien, merci Anna. Merci d'être présent. Je voulais aussi remercier Anaya et Claire International pour m'avoir laissé la possibilité de vous présenter cet atelier qui est un petit peu complexe puisqu'il y a beaucoup de quoi en parler. D'ailleurs, on va essayer de le faire en une petite heure, mais évidemment, c'est très bien, hein, surtout les enseignants, que c'est vraiment un domaine assez dense. Donc, je vais vous présenter l'atelier à partir de 3 volets, en fait, si vous voulez. Donc, d'abord, le volet qui est un volet pratique, c'est-à-dire où on en est par rapport aux situations d'apprentissage dans notre quotidien de nous-mêmes en tant que citoyens. Ensuite, le deuxième volet va se centrer surtout sur la loi, c'est-à-dire sur l'UMLOE et sur les différents décrets nationaux que nous avons en Espagne. Et ensuite, je vous ai préparé une adaptation d'une ancienne unité didactique avec la nouvelle composition. Quelles sont les différences, l'adaptation avec les situations d'apprentissage. D'accord? Bien, alors, ce qu'on doit savoir, c'est qu'une situation d'apprentissage, elle se déroule pendant toute la journée, tous les jours. Et là, vous avez une représentation de ces 3 contextes un petit peu différents où on peut, bien entendu, établir des situations, mais aussi des stratégies de communication et d'apprentissage. Alors, si vous voyez, là, vous avez au travail, c'est-à-dire qu'au travail, on a des différentes situations où on acquiert de nouvelles compétences, de nouvelles acquisitions communicatives, mais aussi culturelles et professionnelles. Au milieu, vous avez aussi une autre situation où énormément on a de contacts avec les aspects les contacts de société, c'est-à-dire nos amis, la famille. Et enfin, vous avez ici un autre concept, c'est celui de la formation, c'est-à-dire l'académique. Alors, il y a une étude qui s'est effectuée où on donne des pourcentages, peu importe les pourcentages des 3 situations d'apprentissage que nous venons de voir, mais ce qu'on peut percevoir, c'est qu'il y a un 70% qu'on acquiert des compétences d'apprentissage, des situations d'apprentissage dans notre travail. Nous, comme enseignants, on se rend compte qu'effectivement, au départ, on a quelques notions, surtout au niveau formation. Dans mon cas, c'est philologie française. Quand j'ai commencé mon premier jour de prof, je me suis rendu compte que finalement, j'avais beaucoup de notions académiques, mais j'ai dû apprendre petit à petit. Et c'est là où réellement on apprend le plus, dans notre domaine avec nos élèves d'une manière, au fur et à mesure, d'une manière quotidienne. Ensuite, nous avons les interactions sociales, le 20%, et la dernière, ce serait la formation formelle. Bien, alors je vais vous demander de faire un petit exercice, rien que de commencer, avec une petite vidéo, et je vais vous demander
d'essayer de visualiser quelles sont les différentes situations qui se proposent à travers cette vidéo sur le travail, sur l'interaction sociale, mais également au niveau formation formelle. D'accord? Vous allez voir, c'est une bande-annonce que j'imagine que vous connaissez, hein, la plupart d'entre vous, puisque c'est la bande-annonce du film Entre les murs. D'accord? On regarde et après on analyse un petit peu. Viens. Hé. Oh! On se calme maintenant. Il fallait que je... Fus. Mais pourquoi vraiment je vais aller voir ma mère, il aurait fallu que je sois fus. Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge, ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence la partie subjective, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser et après, vous pourrez remettre en cause le fait que ce y a marqué là. Regardez bien ce qu'il y a marqué là. Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi. Suleiman, si seulement tu pouvais écrire des choses aussi intéressantes sur ta feuille que sur ton bras, ce serait extraordinaire. Mais vous charriez trop, mais un truc de ouf. Comment ça? Non, je trouve pas que je charrie. Mais tout le monde pense que vous charriez trop. Je pense arrêter. Franchement, François, te prends pas la tête, quoi. De toute façon, t'as vu comment il me parle? Peu importe les circonstances, le fait est qu'il a pété les plombs et c'est grave. Voilà. Ah, monsieur, doucement, ça va tout le monde péter les plombs. Mais tout à fait. Simplement, on peut se calmer après, tu vois. J'ai plutôt envie de valoriser les choses pas mal qu'il fait, parce qu'il a des centres d'intérêt. Hein. Il lui arrive de dire ou de faire des choses qui sont pas mal du tout, en fait. Et voilà, sous prétexte que de temps en temps, bah oui, il fait quelque chose de positif, heureusement. On le laisse tranquille, s'enfoncer là, dans sa mouise tout seul, et puis on ne fait rien. Voilà. C'est quoi? C'est acheter la paix sociale, ton truc, là. Si, la République. La République. La République de Platon. Ah ouais. Mais alors, quel genre de questions il pose? Sur quel sujet? Surtout, sur l'amour, sur la religion, sur Dieu, sur les gens, surtout. Mais c'est très bien que tu aies vu ça. Ouais, je sais. Voilà. Donc, à partir de cette bande-annonce, on peut percevoir pas mal de choses. Et si on revient sur la loi, sur la LOMLOE, ce qu'on veut transmettre à travers des situations d'apprentissage, c'est qu'on doit créer des activités qui servent aux élèves dans leur futur proche, que ce soit une réalisation de leur concept. Et il y a un élément super important quand on réalise des programmations didactiques et une situation d'apprentissage, c'est qu'on doit connaître quel est le profil de nos élèves, c'est-à-dire le contexte éducatif. Et on peut apercevoir que l'enseignant face à son expérience, au départ, ce n'est pas juste parce que l'enseignant arrive dans une classe, dans un lycée, hein, on peut imaginer que c'est une banlieue parisienne, et il commence à écrire au tableau des conjugaisons qui ne leur servent à rien. Donc là, on se rend compte qu'il y a un manque d'expérience de la part de l'enseignant et qui va créer un conflit pour réussir cette situation d'apprentissage. Donc, ce qui est important, c'est que l'enseignant puisse être éclectique. On verra un petit peu plus loin, un petit peu plus tard avec la loi, on voit qu'on nous dit que l'enseignant doit être éclectique, c'est-à-dire qu'il doit utiliser différentes méthodes, évidemment depuis la méthode traditionnelle jusqu'à l'actionnelle, plutôt sur l'actionnelle si on prend le CECRL comme point de départ, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'il connaît ses élèves, dans la deuxième partie de la bande sonore, il n'y a plus rien sur le tableau. Il commence à interagir avec ses élèves, voir quelles sont leurs préoccupations, voir qu'il veut que les élèves également puissent donner son avis ou leur avis par rapport à leur formation. Donc, il y a un aspect de formation formelle qui est obligé d'avoir une certaine formation pour connaître toutes les méthodologies. Ensuite, on a vu l'interaction entre les enseignants. La deuxième partie de cette situation, c'est aussi
voir, commenter, pouvoir partager des avis entre nos collègues pour qu'ils puissent nous donner différentes données, différents points de vue. Donc, c'est assez intéressant cette interaction. Et également, comme je viens de vous dire, l'interaction entre les élèves. Et ce qui est très intéressant pour les élèves, c'est qu'ils vont devoir eux-mêmes comprendre que ce qu'on est en train de transmettre à travers ces situations d'apprentissage, c'est une formation formelle, mais qui va leur permettre d'avancer et de progresser dans leur future profession. D'accord? Donc là, je vous propose 2 activités que moi, j'aurais peut-être comme enseignant avec une certaine expérience proposées à cette salle de classe. Je vais simplement on va simplement regarder la première, puisqu'on n'a pas trop le temps. J'aurais pu travailler avec ces élèves, les élèves de Entre les murs, une poésie orale, urbaine, ça s'appelle un slam, je ne sais pas si vous connaissez, et ce slam, vous allez voir qu'il a énormément de potentiel, surtout pour des élèves qui ne misent pas trop sur l'aspect de la grammaire, la phonétique, même voir le lexique, mais ils misent sur son potentiel quotidien. Et la LUMLOE nous dit que les élèves doivent miser sur leur propre contexte. Alors, on va regarder… Bienvenue à Reims, et plus précisément à la cartonnerie. Ici, nous sommes ici. Voilà, alors on va regarder simplement en quoi consiste le slam, d'accord, et quels sont les arguments que j'ai trouvés pour décider de pouvoir utiliser cet exercice, cette activité lors du film. Et pas ailleurs, c'est pour vous présenter les ateliers slam. Ils ont élu domicile ici il y a 2 ans maintenant, sous l'impulsion d'une association qui met en avant la poésie orale et urbaine. Donc voilà, ça c'est très important. On veut travailler un aspect assez difficile, parce que imaginez-vous qu'on arrive en salle de classe de la banlieue, on leur dit on va travailler de la poésie. Donc d'abord, ils vont pas être contents, parce que normalement, ils ont un lien entre la poésie et de quelque chose en fait d'ennuyant, qui ne correspond pas à leur réalité. Et là, on va voir que c'est une liberté d'expression à travers un langage parlé. S'approcher des bons quand on n'est pas canon. Sur scène, les slameurs se succèdent, chacun avec son rythme, sa personnalité et son style. Je voudrais être moche. Moi, moche, je serais vulgaire et je m'en foutrais de même pas vous plaire. Maquillée comme une voiture volée, avec un décolleté grossier, je mettrais les jupes beaucoup trop courtes, même si dedans j'ai l'air d'une tour. C'est pas de ma faute si je tiens pas en place. Hyperactif, qu'a dit ma mère. Et puis les autres, ils me font que des crasses comme l'autre jour. Au contrôle de grammaire. Tous sont notés après leur passage par des jurés choisis dans le public. Mesdames et messieurs, on a un 9,8 et on a un 10. Pour être slameur, il faut respecter 3 règles. Le slam doit durer moins de 3 minutes. Ça, c'est super important. Il doit durer moins de 3 minutes. Pour nos élèves, on va le voir après à travers la vidéo au niveau scolaire. Et on va voir que c'est une production, mais c'est aussi une compréhension que les élèves doivent être attentifs, puisqu'ils vont devoir se coévaluer, comme nous dit la loi. Donc, ils doivent être attentifs pour bien évaluer leurs camarades. Et c'est un exercice, donc, compétence numéro 1, compétence spécifique numéro 1 qu'on verra par rapport à la loi, c'est la compréhension d'un texte oral, et c'est également la production d'un texte oral et écrit, puisqu'ils vont devoir écrire, produire leur propre slam à travers une thématique générale, mais il y a une grande liberté par rapport au lexique et la manière de s'exprimer. Le texte déclamé a cappella et surtout les déguisements ne sont pas autorisés. Jeux de mots, humour ou poésie, cet art permet une grande liberté d'expression. On nous appelle les immortels, on vit au rythme des canons. Pour nous, l'histoire n'est belle qu'à coups de bataille et de chansons. Nos corps gisants à tous rappellent que personne ne connaît nos noms. Sous terre, ce qui pend à nos lèvres, c'est votre conscience en carton. C'est un moment où on a 3 minutes
3 minutes vraiment pour expliquer ce qui nous touche dans la vie, les petits moments du quotidien qu'on a envie de sublimer. En fait, le cercle, c'est un peu redonner des lettres de noblesse au quotidien. Voilà, hein, redonner des lettres de noblesse de notre quotidien. C'est vraiment ce que on doit parler de notre quotidien et on revient sur les situations d'apprentissage, de parler, de progresser comme citoyen dans notre quotidien. Je l'ai fait, ce truc débile. Adultes peuvent aussi se présenter face au public, car les membres de l'association atelierslam.com interviennent dans les écoles primaires. Au moment où je l'appelle, il est sur scène, qu'est-ce qu'on fait généralement? On applaudit. Lorsque le slammer va dire son texte, on arrive dans la règle 2, on se... Et lorsque le slammer a terminé son texte, on... Laurent Etienne est champion de France de slam en 2009. Pour ses enfants de CM2, il anime des ateliers avec les mêmes codes que sur scène. Ok, mesdames et messieurs, notre prochain slammer, oui, notre prochain slammer est une... Le maquillage. Alors ça, le maquillage, une grande histoire d'amour pour les stars parce qu'il ne faut pas croire leurs mensonges du genre j'ai pas mis de maquillage, j'ai juste bronzé. Bonjour, je suis un vélo. Oui, je sais, vous êtes en train de vous dire un vélo qui parle. Je suis un vélo. Et alors? Tout ce que j'aime dans le slam, c'est tout ce que j'ai en moi. Je peux en moi écrire mes émotions. C'est un peu comme... Ça, c'est très important, excusez-moi du problème technique, c'est retransmettre, produire les émotions. Donc, c'est eux, chaque élève, dans une grande thématique, qui vont pouvoir donner leur propre quotidien. De la poésie, puis... En travaillant de la poésie. Ça nous apprend à écrire et à faire plus de textes. Apprendre à écrire, donc c'est l'orthographe, c'est vraiment des aspects, des contenus, hein, des notions de base, comme dit la nouvelle loi, à travers la grammaire, le lexique et la phonétique. Le slam permet de faire travailler l'imagination, de raconter des histoires et de s'exprimer devant un public. Ça fait vraiment partie des compétences que l'on travaille en classe de CM2, c'est-à-dire acquérir de la confiance en soi. L'estime en soi, on va voir, c'est un principe pédagogique que nous dit également, il y a une série de principes pédagogiques, c'est les anciennes éducations en valeurs, d'accord? Et ça, c'est très important, l'estime en soi. Travailler sur l'estime de soi, travailler l'écrit. Il y a aussi la notion d'écoute, c'est-à-dire qu'ils sont à un moment émetteurs, ils donnent leur texte, ils viennent raconter leur histoire, mais aussi ils sont récepteurs, ils sont publics et ça tourne. Et ça, il y a un vrai jeu qui s'instaure sur l'écoute de l'autre. L'atelier se termine comme à la fin des scènes de slam par une phrase rituelle avec la participation du public. Allez, on se dit au revoir, je vous dis à bientôt et surtout d'ici là, comme l'aurait dit Vincent Van Gogh s'il avait été slammer, tendez l'oreille. Merci à vous, à bientôt, salut. Alors, donc là, on a également un aspect très important dans à travers cette activité, puisque on est en train de travailler sur de l'actionnel. C'est-à-dire que les élèves, ils font une coopération, une collaboration entre eux. Ils travaillent, l'enseignant est un guide qui est en retrait, mais qui est un appui pour eux. D'accord? Donc, ça serait une possibilité d'activité. Ensuite, on verra on a du temps, je vous expliquerai la codictée, qui est aussi un exercice que j'aime bien pour travailler tout ce qui est ludique. Bien. Alors, quelles sont les tâches? Parce que nous, comme enseignants en langue étrangère, il n'y a pas eu un grand bouleversement de la LOMC à la LOMLOE, puisque nous, on s'appuie normalement sur le CECRL. Depuis 2001, il y a eu des nouvelles directrices du 22 mai 2018, mais on a toujours eu des tâches finales et maintenant, ça s'appelle des tâches de compétences. Et ça doit être des tâches de compétences qui motivent le quotidien de nos élèves. Alors, par exemple, là, je vous ai mis pas mal d'exemples. On pourrait avoir une tâche de compétences poster le profil, ça ils connaissent très bien. On peut également, et c'est un autre principe pédagogique, les conflits de l'ère digitale. Donc, il faut leur expliquer
quels sont les dangers des réseaux sociaux. Donc, voilà, j'ai mis comme titre conscience réseau. Là, vous avez aussi, on peut travailler les vêtements, hein, tout ce qui est vêtements, mode. Donc, on peut travailler compétences, une tâche de compétence influence sa mode. On peut également travailler la gastronomie avec l'environnement. On sait très bien, et on va voir à travers la loi qui mise énormément sur l'agenda 2030 et l'agenda 2030 cible surtout le développement durable. Donc, on doit tenir en compte l'environnement. On peut également travailler d'autres aspects comme les nouveaux colocataires, faire un échange ou connaître d'autres personnes à travers speed dating rencontre. C'est des différents modèles de tâches de compétences. Bien. Alors, comme je vous disais, il y a, selon une analyse, il y a 3 situations au travail, d'accord? Au travail, l'aspect formel et les interactions. Donc, nous, comme enseignants, d'abord, on doit réaliser une activité en salle de classe, d'accord? On va la planifier à l'avance, on va la proposer dans la salle de classe, et là, on va analyser, faire une attention à la diversité, c'est-à-dire ce que j'ai bien proposé, j'ai bien adapté ma méthodologie par rapport à mes élèves, où il y a quelque chose qui a pas marché. Donc évidemment, je dois m'informer, je dois faire cette analyse et je vais l'adapter pour les suivantes. Et c'est là que je dois évaluer mes élèves d'une manière à travers une auto-évaluation de l'enseignant, mais aussi à travers l'évaluation de mes élèves. Donc, je passe un petit peu plus vite puisqu'on n'a pas trop le temps, mais évidemment, la LOMLOE tourne autour des compétences clés. Donc, on va voir un petit peu plus loin. Il y a eu quelques changements par rapport à la LOMC, puisqu'il y avait 7 compétences, maintenant il y en a 8. On a inclus la compétence plurilingue. Donc, évidemment, je dois créer une activité pour développer, mes élèves puissent acquérir toutes les compétences clés. Pourquoi? Pour envisager un apprentissage durant toute leur vie. Donc, ça doit être des activités ou une tâche de compétences qui doivent leur servir dans leur futur proche. Bien, ça c'est par rapport au premier volet. Passons maintenant à celui de la loi. Donc, au niveau de la loi, on a différents niveaux qu'on doit tenir en compte pour créer une programmation didactique. Le premier niveau, c'est l'européen, c'est-à-dire le CECRL depuis 2001, avec les nouvelles orientations, comme je vous disais, du 22 mai 2018. Et là, il y a une nouveauté, surtout par rapport à la compétence plurilingue. Mais si on prend au niveau national, vous avez là la nouvelle loi, la LOMLOE. Nous avons ensuite, et on va voir les différents décrets, parce que là, c'est le secondaire. On va voir qu'il y a du primaire, du secondaire et du post-obligatoire, donc un décret national, ça serait le 217 pour l'enseignement secondaire. Et ensuite, au niveau autonomique. Au niveau autonomique, si on prend l'Andalousie comme exemple, on a la LEA de 2007 et on devrait avoir, puisqu'on a d'abord, actuellement, on a des brouillons de décrets et arrêtés. On est dans une instruction 1/2022 du 23 juin, en l'occurrence pour le secondaire. Donc, il faut tenir en compte 3 niveaux européens, national et autonomique. Et pourquoi je vous en mets 5? Puisque, évidemment, il y a aussi des instructions et des circulaires dans chaque autonomie, communauté autonome. Alors, par rapport à la LOMLOE, c'est-à-dire la loi nationale, qu'est-ce qu'on a? On a différents aspects assez intéressants comme nouveauté. D'abord, comme je vous disais, l'agenda 2030. L'agenda 2030 travaille 17 objectifs. La plupart d'entre eux, ils sont en relation avec le développement durable. Par exemple, ceux qui ne sont pas
au développement durable, ça pourrait être le 5, égalité entre les sexes, d'accord? Ensuite, vous avez également la consommation de la production responsable, qui peut être aussi par rapport à l'environnement, bien entendu, mais vous avez aussi l'énergie propre, etc. Donc, quand on crée une situation d'apprentissage, on doit tenir en compte que dans le fond de toile, hein, on doit tenir cet aspect assez en considération. Ensuite, nous avons l'enseignement-apprentissage avec l'évaluation qui va cibler les compétences clés. Comme je vous disais, toute la loi tourne autour, et on verra après à travers les descripteurs du profil de finalisation de chaque étape, il y a des descripteurs qu'on doit évaluer, que les élèves doivent acquérir à la fin de chaque étape. Donc, très important. Ensuite, je vous ai déjà parlé de la compétence plurilingue, qui est le nouvel élément à partir des nouvelles directrices du CECRL le 22 mai 2018. Et ça n'a pas changé, mais quand on crée également une situation d'apprentissage, on doit travailler les valeurs incontournables de l'Europe, des citoyens européens, qui est l'égalité de sexe, la prévention de la violence, le respect à la diversité affective et sexuelle, etc. Et un autre élément qui est nouveau dans cette nouvelle loi, qui est le DUA, le concept universel de l'apprentissage. D'accord? Et la différence entre l'attention à la diversité et la conception universelle de l'apprentissage, c'est que la conception doit être planifiée à l'avance. Je dois bien connaître mes élèves, le profil de mes élèves pour pouvoir planifier quelles sont les possibles difficultés si j'envisage de créer une activité ou une autre. Et l'attention à la diversité, c'est ce que je me rends compte durant l'activité. Donc, DUA avant et attention à la diversité après, principalement. Bien, quelles sont les différentes étapes éducatives au niveau national? Vous avez au primaire le décret royal ou national 157, d'accord? Le décret royal secondaire 217 et post-obligatoire 243. Bien, quels sont les différents éléments du curriculum? Nous avons les objectifs. Alors d'abord, il y a un aspect qui a changé, puisque avant, nous avions des objectifs de matière pour le français, des objectifs pour les unités didactiques, des objectifs didactiques et des objectifs d'étape. Actuellement, à travers cette nouvelle loi, nous n'avons que des objectifs d'étape. Et ça, c'est très important parce que nous devons établir des situations d'apprentissage d'une manière interdisciplinaire parce que les objectifs d'étape se travaillent en commun pendant toutes les matières. Donc, effectivement, on doit avoir une connexion avec d'autres départements. Ensuite, on a toujours eu des compétences clés depuis la LOE, d'accord? Et là, comme je vous indique, il y a la compétence plurilingue qui est nouvelle, les descripteurs, les profils de finalisation qu'on verra plus tard à quoi ça consiste. Des compétences spécifiques. Les compétences spécifiques, c'est les anciens blocs de contenu. C'est-à-dire avant, on avait le premier bloc, compréhension de texte oral, production de texte oral, compréhension de texte écrit et production de texte écrit. Là, on en a 6. On a là, on verra, on va l'analyser un petit peu plus tard. Ensuite, on a les critères d'évaluation. Donc ça change, il n'y a rien qui change. Simplement qu'il n'y a plus de standard d'apprentissage, par exemple. Ensuite, les savoirs et les notions de base, ça, c'était les anciens éléments discursifs, c'est-à-dire phonétique, grammaire, lexique et les aspects socioculturels. Maintenant, il y a 3 blocs, A de communication, B de plurilinguisme et C d'interculturalité. Et ensuite, on change, on modifie les unités didactiques à travers la situation ou le scénario d'apprentissage. Bien, où est-ce qu'on peut trouver ces définitions de chaque élément qu'on vient de voir par rapport au curriculum? Si on prend comme modèle le décret du secondaire, vous avez à l'article 2 les différentes définitions. Donc, là, par rapport aux compétences clés, on voit qu'il y a une série de descripteurs opératifs qu'on va les analyser un petit peu plus tard, à la fin de chaque étape scolaire. Ensuite,
les compétences spécifiques, ce sont des performances à travers des activités que les élèves doivent acquérir. Comme je vous disais, c'était les anciens blocs de contenu. Savoir de base se divise en 3 blocs, comme je viens de vous dire. Et enfin, les situations d'apprentissage, ce sont des situations ou des activités qui vont même permettre d'établir des tâches. Des tâches, ça peut être à la fin d'une situation, à la fin d'un trimestre ou à la fin d'une année scolaire. Bien, alors là, vous avez les compétences clés. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, vous pouvez le voir. Si vous êtes dans le décret national du primaire, vous l'avez à la page 22. Et si vous allez sur le secondaire, vous allez à la page 24 du décret national. Alors là, si peut-être que vous ne voyez pas très bien, vous avez 2 colonnes. La première colonne, pour un enseignant, par exemple, de première ou deuxième année de l'ASO, c'est assez important puisque là, on voit quels sont les descripteurs que les élèves ont dû acquérir lors du primaire à travers toujours des compétences clés. Donc là, vous avez, par exemple, les 5 descripteurs de la compétence linguistique, hein, la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Et on nous marque qu'est-ce que l'élève, quels sont les descripteurs que les élèves doivent acquérir à la fin du secondaire. Donc, c'est assez bien puisqu'on sait d'où viennent les élèves et où doivent continuer leur progression par rapport aux compétences clés. Là, je vous ai mis un autre exemple en Andalousie. Pourquoi en Andalousie? Parce que dans le décret national, il n'y a pas ce profil compétentiel, c'est-à-dire un profil de compétences, parce qu'en Andalousie, on a inclus des descripteurs de chaque compétence à la fin de deuxième année de l'ASO. Et c'est assez intéressant, puisque, évidemment, si on est enseignant de première année de l'ASO, 4 à la fin de l'étape, ça fait un peu loin, ça fait 4 ans, hein, l'objectif. Là, on nous marque un objectif au milieu de l'étape. Et là, je vous indique toujours quel est le nombre de descripteurs que nous avons. Hein, ça correspond toujours au national, donc vous l'avez. Donc, compétences linguistiques, il y a 5 descripteurs, la plurilingue 3, la STEM 5, etc. Mais j'en ai mis qu'une pour que vous puissiez voir quelles sont l'adaptation ou le parcours de la fin de deuxième année de l'ASO par rapport à quatrième. Donc, si vous voulez, s'exprime de manière orale, écrite, signée ou multimodale en s'initiant progressivement dans l'utilisation de cohérence, la correction. Ça serait à la fin. Hein, l'élève doit acquérir ce descripteur 1 de la compétence linguistique à la fin de deuxième l'ASO. Et en quatrième, ça serait s'exprime de manière orale, écrite, signée ou multimodale avec cohérence, correction. D'accord? Donc là, vous avez un schéma qui résume un petit peu toute la partie qu'on a vue ici, que vous allez voir à la page 24 ou la page 22 du primaire. Bien, alors, quelles sont les compétences spécifiques, c'est-à-dire les anciennes 4 blocs de contenu? Alors là, vous avez à la page 132, langue étrangère. Pourquoi je vous mets langue étrangère? Parce qu'il n'y a pas première ni deuxième langue étrangère. Nous avons langue étrangère. Alors, quelles sont ces compétences spécifiques qu'on doit travailler? Alors là, il y a une fusion. Si on prend par rapport à la LUMC, on a mixé le bloc 1 et le bloc 3, qui était une compréhension de texte oral et une compréhension de texte écrit. Donc, excusez-moi. Donc là, on voit que cette première compétence, elle peut être orale, écrite ou multimodale. C'est-à-dire qu'on peut travailler une compréhension écrite ou orale. Donc un texte ou, par exemple, un podcast. Ensuite, on a de nouveau fusionné l'ancien bloc 2 et bloc 4 des blocs des contenus, puisque c'est une production. Et là, de nouveau, on peut produire d'une manière orale, écrite ou multimodale. Ensuite, c'est une interaction. Une interaction, évidemment,
la nouvelle loi veut que l'élève puisse acquérir des connaissances en langue étrangère pour pouvoir communiquer d'une manière pas quotidienne, mais d'une manière réelle. Et normalement, cette interaction, ça serait assez intéressant de l'effectuer avec un échange virtuel, c'est-à-dire des élèves francophones pour qu'ils puissent échanger les aspects des situations d'apprentissage, les thématiques qu'on veut travailler avec eux. Ensuite, on doit négocier. Donc, il y a cette partie de négociation dans des situations quotidiennes. À mon avis, la 3e et la 4e compétences spécifiques sont assez semblables. Moi, je différencie la 3e de la 4e. C'est que la 4e, normalement, j'essaie d'établir des activités pour établir cette négociation. Et par exemple, il y avait un exemple de la codictée où ils doivent eux-mêmes négocier une seule dictée par groupe. Et c'est d'interagir également. C'est pour ça que je dis que c'est un mélange. Hein, à mon avis, c'est le 3, le 4. Il y a beaucoup de vraisemblances. Ensuite, augmenter et utiliser les répertoires linguistiques. Ça fait surtout au niveau des aspects de grammaire, de phonétique, etc. Et ensuite, c'est valoriser tout ce qui est diversité linguistique, culturelle. Donc, on parle de l'aspect socio-culturel, qui est très important en langue étrangère du français à travers la francophonie, par exemple. Bien, alors, de nouveau, si on revient à travers ces 6 compétences spécifiques, hein, on les a ici, comprendre, produire, interagir, négocier, augmenter, utiliser et valoriser. À la page 217 à la page 130 pour la première langue étrangère et à la page 164 pour la deuxième langue étrangère, vous avez la relation des compétences spécifiques et l'évaluation des descripteurs. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si par exemple, je travaille une activité d'une compréhension orale d'un podcast, la loi m'oblige d'évaluer un de ces descripteurs. Par exemple, si je veux évaluer le descripteur de la compétence clé linguistique, je ne peux pas faire une relation, je ne peux pas évaluer le descripteur 1. La loi me dit que je dois utiliser le 2 ou le 3, mais ni le 4 ni le 5. De même, si je veux évaluer la compétence plurilingue, je n'ai pas le droit d'évaluer la compétence plurilingue 3. De même avec le STEM, la digitale, apprendre à apprendre et le culturel. C'est-à-dire que là, hein, on nous dictamine, entre guillemets, ce qu'on doit évaluer par rapport aux compétences spécifiques que je suis en train de travailler à travers mes activités. Et si vous voyez, ça change. Hein, la production, là, j'ai plus le droit d'évaluer la compétence linguistique 2, qui était ici, mais la première. Et c'est là que vous voyez cette relation à la page 164, deuxième langue étrangère, ou première langue étrangère 130. Je vous ai mis aussi en Andalousie, puisque ça change. Hein, en Andalousie, c'est l'annexe 3 dans l'instruction 1/2020 comme langue étrangère. Il n'y a pas de modification entre première et deuxième. Ensuite, nous avons les savoirs de base. Donc, les savoirs de base, comme je disais, il y a 3 blocs. Ils se trouvent au décret national, ils se trouvent à la page 136 et 171. Et en Andalousie, dans l'annexe 3, page 132. 3 blocs, communication, plurilinguisme, interculturalité. Communication travaille notamment les 4 premières compétences spécifiques, plurilinguisme, la 5e, et l'interculturalité, la 6e. Et là, vous avez également un rapport qu'on verra avec la fin de l'unité didactique, hein, ou de la situation d'apprentissage, parce qu'on doit proposer des compétences spécifiques, les 6 que vous avez ici, et ce qu'on nous marque, ce qu'on nous dit, c'est quels sont les savoirs de base qu'on doit travailler par rapport à chaque compétence spécifique. Donc, il faut aller aux différentes pages pour visualiser quels sont ces savoirs de base au niveau de la grammaire, de la phonétique et de l'aspect socioculturel.
Bien. Alors, normalement, ça serait un exercice à faire, mais on n'a pas le temps. Mais vous devriez, si vous voulez, vous pouvez le faire, vous pouvez me l'envoyer et voir ce que j'en pense. C'est d'établir une justification de votre situation d'apprentissage à travers l'agenda 2030. Quels sont les principes pédagogiques, les défis et les valeurs? Et ensuite, établir une tâche de compétence. Si vous êtes d'Andalousie, là, je vous indique comment créer sur Seneca. Quels sont les pas à suivre pour créer une situation d'apprentissage? Donc, vous devez aller à l'alumnado, ensuite évaluation, curriculum par compétences, le MLOE, mes situations, et créer une situation avec un titre, une justification, une temporalisation, une interdisciplinarité des participants. Quelles sont les compétences spécifiques que vous voulez travailler? Quelle est la concrétion curriculaire? Le produit final, c'est-à-dire la tâche de compétence? Quelle est la séquenciation didactique, c'est-à-dire les différentes activités qui vont me permettre de travailler les différentes compétences spécifiques, l'attention à la diversité, l'évaluation et l'auto-évaluation. D'accord? Bien, alors ça serait un modèle d'unité didactique. L'EMC, qu'est-ce qu'on avait jusqu'à présent? On avait donc un titre, donc par exemple l'affaire du shopping, on avait une justification, on avait une temporalisation, 5-6 séances, fin d'avril, et là, ce qu'on voulait, à partir de cette unité didactique, c'est inviter quelqu'un et accepter ou refuser une invitation pour faire du shopping virtuellement dans un magasin online. On avait une tâche finale, ce qui était inviter et convaincre nos correspondants pour participer à une activité ludique dans notre ville, faire les magasins. Là, on avait des objectifs didactiques, hein, le OLE, hein. Et ensuite, nous avions, comme je vous disais, les blocs de contenu, par exemple une compréhension d'un texte reportage sur les styles vestimentaires, une production de texte oral, élaboration des dialogues pour inviter quelqu'un, une compréhension de texte écrit, compréhension d'un texte sur les vêtements d'occasion en France et en Andalousie, où on avait une production écrite, rédaction d'une invitation. Ensuite, nous avions les éléments, donc ça serait les nouveaux compétences spécifiques, on le verra, l'adaptation. Là, on avait les structures discursives, ça serait les notions ou les savoirs de base. On avait la phonétique, excusez-moi. Nous avions la phonétique, la grammaire et le lexique. Je continue avec le même modèle d'unité didactique. Ensuite, nous avions la séquenciation. Donc, quelles étaient les activités qui vont me permettre à moi et à mes élèves de pouvoir acquérir non seulement les compétences clés, mais également les compétences spécifiques. Donc, il y a chaque activité. Ensuite, nous avions l'attention à la diversité, avec par exemple un élève francophone, quels étaient le matériel ou les ressources à utiliser dans cette unité didactique, quelle était la méthodologie, évidemment, on est parti au départ de cet atelier à partir de l'éclectisme, mais évidemment ciblant surtout l'actionnel et la ludification, culture andalouse et francophone, donc connaître les activités ludiques en France et en Andalousie par exemple, les éléments transversaux, l'interdisciplinarité pour obtenir un objectif d'étape, hein, la surconsommation de vêtements, qui était l'objectif K. Je continue avec l'unité didactique, et là, nous avions des critères d'évaluation, les compétences clés qui étaient en lien avec les critères d'évaluation, des standards de l'élève, et finalement, les instruments d'évaluation qui doivent être, comme la méthodologie, variés. D'accord? Donc, tout ceci va... on peut profiter de pas mal de choses par rapport aux situations d'apprentissage, parce que je vous disais qu'il n'y a pas eu trop de bouleversements par rapport à ça. Et en Andalousie, on a eu des indications pour nous faciliter la tâche. À la page 257 de l'annexe 7 dans l'instruction 1/2022, nous avons un schéma à suivre pour avoir des orientations d'établir ces situations d'apprentissage. Alors, le résultat, par rapport à l'unité didactique que je viens de vous montrer, ça serait. D'abord, situation d'apprentissage. Je reprends le même exemple, faire du shopping responsable, mais dans la justification, j'inclus surtout que je vais renforcer le défi numéro 12 de l'agenda 2030, c'est une petite erreur, ce n'est pas 2023, 2030, consommation et production responsable. C'est-à-dire que je dois indiquer dans ma situation d'apprentissage que je vais travailler soit l'agenda 2030, soit les valeurs incontournables des citoyens européens, soit les principes pédagogiques qui apparaissent également dans la loi. Et ce que je veux travailler,
hein, j'adapte, c'est une invitation pour faire du shopping recyclé virtuellement. Alors là, on change, c'est plus une tâche finale, c'est une tâche de compétence, c'est la même, d'accord? Et là, oui, on voit qu'il y a les 4 blocs de contenu, ils se divisent en 6. Je vais travailler une compréhension d'un reportage sur les styles vestimentaires. Je vais travailler une production. Si vous travaillez là, normalement, une compréhension orale, là, la production, elle doit être écrite. On ne peut pas toujours travailler l'oral ou toujours l'écrit. Il faut un petit peu doser. Donc là, ça serait élaboration des dialogues pour inviter quelqu'un. Une interaction, donc on va travailler avec nos correspondants francophones. On va réaliser un échange, ça peut être audio, ça peut être podcast, avec leurs correspondants pour inviter à faire du shopping sur le site français de mode Zara.fr. On va faire une intervention, une négociation avec une analyser un article sur la surconsommation de vêtements. On va approfondir les éléments linguistiques à travers les formules pour inviter ou refuser une invitation. Et finalement, l'aspect culturel, ça serait la mode chez les ados, français, espagnol ou les clichés sur les vêtements. Ensuite, les activités, là, excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Voilà. Donc là, normalement, si ça serait une unité didactique, je mettrais entre parenthèses quels sont les blocs de contenu que je voulais travailler. Là, c'est des compétences spécifiques. C'est-à-dire, à travers une BD, je veux travailler la première, la compréhension. Là, on peut travailler 2 aspects, la compétence spécifique 2 et la 5, etc. Donc, de nouveau, on a l'attention à la diversité et on doit inclure maintenant des mesures sur la conception universelle d'apprentissage. Le matériel, c'est le même, les instruments, ils ont un petit peu varié, d'accord? On a l'aspect culturel, on a la méthodologie, de nouveau avec l'éclectisme, et un nouveau élément qui change, c'est l'éducation en valeur, c'est des défis et principes pédagogiques. Alors, quels sont ces défis et ces principes pédagogiques? Il y a une liste qui apparaît dans l'article 6 du décret national, et on en a pas mal, donc ça serait, excusez-moi, ça serait promouvoir, par exemple, la lecture, d'accord? Attitude responsable sur l'environnement, renforcer l'estime en soi et l'autonomie, et la lecture à travers un magazine de mode. L'interdisciplinarité, ça serait le même, sur consommation de vêtements avec le département de SVT, objectif 4. Et si vous voyez, la relation d'évaluation change, puisqu'avant, on avait des critères d'évaluation, des compétences clés, on avait des standards et des instruments. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des compétences spécifiques, dont les premières, ça serait une compréhension d'un reportage. Je dois assimiler, je dois évaluer ce qu'on a expliqué avant, un descripteur. Et là, c'est à vous de décider quel est le descripteur, quelle est la compétence clé que vous voulez évaluer à travers cette compétence spécifique. Moi, j'ai choisi la linguistique et j'ai choisi le 2e descripteur. Comprend et interprète avec une attitude réflexive sur un portage de mode. Ensuite, je dois choisir les savoirs ou les notions de base. On a vu qu'il y a une grille au niveau législatif qu'on doit suivre. Donc, si par exemple, on nous dit que le descripteur 2, je dois travailler le Lex 2, bloc A.5, ça sera le lexique. Donc, je vais travailler l'aspect lexical pour, après, continuer dans cette grille qu'on a vue auparavant et inclure un critère d'évaluation. Donc, normalement, on peut choisir d'évaluer 1, 2, 3, 4, 5, 6 compétences spécifiques à une situation d'apprentissage. On n'est pas obligé de toutes les travailler, d'accord? Mais on doit toujours associer une compétence spécifique à un descripteur. Là, j'ai mis 2e année de l'ASO parce qu'en Andalousie, on a le profil de compétence, mais ça serait profil de finalisation de l'étape. D'accord? Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse mon mail si vous avez des doutes par rapport à cet atelier. Je vais passer la parole maintenant à Anna pour voir s'il y a des possibles questions. Oui. D'accord. Bon, écoute, Antonio, merci en tout cas parce que c'est vrai,
déjà, ça fait plaisir de pouvoir échanger avec un prof qui est tous les jours dans la salle de classe, qui a étudié cette loi comme tu l'as fait, parce que j'étais super étonnée, je te l'avoue, avec toutes les références que tu donnais à chaque fois, page telle, presque le paragraphe, où on peut trouver les informations spécifiques. Donc voilà, je trouvais vraiment très intéressant cette dernière partie où tu as montré la différence, tu as fait la comparaison entre la LOMC et la LOMLOE. Voilà, d'ailleurs, il y a pas mal de collègues qui te remercient. Il y a des collègues qui disent merci pour ce webinaire, Antonio, très instructif pour moi en tout cas. Il y a voilà, une collègue, Catherine, qui le dit. Mais il y a des questions. Il y a des questions et voilà, pour pas trop dépasser. Donc, il y a une prof. J'ai perdu. Voilà, il y a une prof qui pose cette question. Et pour la première année de la SO, quel descripteur faut-il décrire? Je ne sais pas si tu l'as, si tu as l'info directe. Pour les descripteurs, normalement, il faut aller sur… en Andalousie ou en… Elle a dit en général, mais vu que tu es en Andalousie, tu peux le dire. D'accord. Bon, alors, comme je vous ai expliqué sur l'atelier, nous avons, il y a la loi, en Espagne, on nous donne des descriptions perfil de finalisation. Perfil de finalisation, c'est à la fin de 4e année de la SO. Donc, on doit partir toujours des descripteurs du primaire. Vous avez toujours la comparaison. Et quels sont les descripteurs qu'on doit travailler? C'est au fur et à mesure. C'est-à-dire, nous, quand on établit des activités, normalement, on travaille plusieurs compétences clés. Et à partir de ces compétences clés, on doit toujours avoir certaines qui sont prédominantes. Et c'est à partir de là qu'on va associer dans l'évaluation quels sont les descripteurs les plus importants pour un enseignant à partir de cette activité. Donc, mon conseil, c'est qu'on ne peut pas tous les travailler, puisqu'on a vu avant qu'il y avait, par exemple, la compétence linguistique, c'était le 2e descripteur et le 3e pour la compétence spécifique 1. Donc, on doit envisager les différents descripteurs tout au long de l'étape. D'accord? Parce que l'objectif, ce n'est pas que les élèves acquièrent tous les descripteurs en première année de la SO ni en 2e, mais à la fin de l'étape. Donc, c'est une progression et c'est un parcours que les élèves doivent acquérir, mais aussi que l'enseignant doit être conscient de ces descripteurs puisqu'il doit les travailler au fur et à mesure de première, de 2e. Évidemment, c'est aussi par rapport au niveau que la difficulté va augmenter. Je ne sais pas si j'ai pu y répondre. D'accord. Donc, il y a la même collègue qui rebondit et qui dit, donc, on peut choisir parmi les descripteurs de fin d'étape. On choisit, mais il y a toujours un lien avec la compétence spécifique. Le problème, c'est que si je travaille une compréhension écrite, je ne peux pas évaluer un descripteur 5 de la compétence linguistique. Je dois utiliser une autre compétence spécifique, par exemple la culturelle, qui va me permettre d'évaluer ce descripteur-là. Il faut regarder quels sont les descripteurs associés aux compétences. Ce que je ne peux pas faire au niveau de la loi, c'est choisir une activité au hasard et lui associer un descripteur au hasard. Non, parce que sinon là, on est en train de pas faire la loi et l'inspecteur ou l'inspectrice peut nous gronder. Et ça, on ne veut pas. Surtout pas. Surtout pas, surtout pas. OK. Une question, Antonio. Quelle est la différence? Aussi, c'est une question qu'un collègue me pose. Quelle est la différence entre, du coup, situation d'apprentissage et unité? Voilà, parce que ça, ça revient. Ça revient assez souvent comme question. Alors, il n'y a pas trop de différence par rapport à ce qu'on a toujours. Si vous avez de l'expérience comme enseignant, il n'y a pas trop de différence, comme je vous expliquais par rapport aux langues étrangères, au FLE. Pourquoi? Parce que quand on crée une unité didactique, on faisait toujours une justification.
une thématique générale. Et il y avait toujours un fond de toile d'une d'éducation aux valeurs, c'est-à-dire que je veux prétendre que les élèves puissent être plus solidaires, qui connaissent l'égalité de sexe, etc. Après, on établissait différents objectifs. Et là, oui, il y a des différences parce que dans l'unité, il y avait des objectifs de matière, du français, et des objectifs didactiques. Là, c'est que des objectifs d'étape. Ensuite, on avait des compétences. On a inclus les compétences plurielles, donc là, il n'y a pas trop de changements. Où il y a eu une diversification, c'est dans les blocs de contenu. On en avait 4, maintenant on en a 6. Il y a 6 compétences spécifiques. Les aspects discursifs, on continue à avoir 3 blocs. Donc, il y a toujours l'aspect grammaire, phonétique, lexique qui va dans le bloc A de communication. Avant, il était très cerné. Et avant, la loi nous disait ce qu'on devait expliquer, c'est-à-dire les types de négation. Maintenant, c'est plus général, c'est au choix de l'enseignant selon le profil de nos élèves, quels sont les besoins de chaque contexte éducatif de ces citoyens. Et ensuite, la méthodologie est l'éclectique, donc par rapport à ça, il n'y a pas de modification. L'attention à la diversité non plus. Où il y a eu un grand bouleversement aussi, c'est au niveau des descripteurs, comme je vous disais, puisque là, on doit, c'est vraiment centré. On nous donne la loi, compétences spécifiques, critères d'évaluation, savoir de base et également les descripteurs. Donc, le matrice, c'est de centrer la compétence finale ou la tâche de compétence à quelque chose qui va leur servir réellement. Et en français, on avait la tâche finale. Donc, ça n'a pas trop changé. Mais dans d'autres matières, par exemple mathématiques, et ils doivent maintenant adapter ce qui était vraiment abstrait au contexte quotidien. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais nous, par rapport à ça, on n'a pas eu de grande différence. Ce qui a changé surtout, c'est compétences spécifiques et la relation de l'évaluation. Voilà, d'accord. Nous, les profs de français, de langues étrangères, on faisait déjà ça. Voilà, nos élèves, ils faisaient déjà des tâches du quotidien, collaboratif, coopératif du projet. Et ta réponse. Voilà. Ok, d'accord, Antonio. Donc, bon, je ne veux pas vraiment dépasser. Il est 18h. Il y a une question, je vais profiter parce qu'il y a une question sur l'évaluation. Et Antonio, si tu me permets, je ne vais pas te poser cette question. Pourquoi? Parce que je vais profiter pour inviter à tous nos collègues au webinaire sur l'évaluation, parce qu'on va animer un webinaire sur l'évaluation par compétences dans les cadres de la LOMLOE, qui sera animé par notre autrice ou auteur, comme vous voulez, Isabelle Rubio, autrice de notre nouveauté pour les enfants de la nouvelle méthode Macaron. Donc, on verra comment travailler l'évaluation. Mais par contre, Antonio, j'aimerais bien pour finir avec une dernière question pour vous, pour toi, je t'ai tutoyé, pour toi. Voilà, il y a une collègue ou un collègue, je ne me rappelle plus, parce qu'après j'ai toutes les questions qui défilent, voilà. Il y a une collègue qui te demande très gentiment, pourriez-vous nous expliquer la codictée? Je pense que tu nous as laissé comme ça, la codictée, c'est quoi? Voilà. Est-ce que très brièvement, Antonio, s'il te plaît, est-ce que tu peux l'expliquer? Oui, bien sûr. Alors, la codictée, en fait, c'est un exercice qui est très intéressant. Moi, je regarde pas mal les réseaux sociaux. Un jour, je suis tombé sur la tweetée. Donc, si vous tapez tweetée de Twitter, ça se fait en France, dans le système éducatif. Et là, ça m'a paru très intéressant parce qu'il y a une fusion entre les deux méthodes, l'ancienne et la nouvelle. C'est la collaboration, la coopération, donc on est sur de l'actionnel, et la dictée, c'est un exercice typique de la méthode traditionnelle. Donc, on est en train de mélanger l'ancienne et la première, et l'actuelle, pardon. Donc, comment je procède en salle de classe à travers cette dictée?
on a toujours une thématique de situation d'apprentissage. Imaginons les vêtements, d'accord? Donc, je leur propose, je leur fais une dictée d'abord individuelle, c'est-à-dire 4-5 lignes, pas plus. C'est pas une dictée comme avant, je faisais d'une vingtaine de pages. C'est vraiment 4-5 lignes. 4-5 lignes où je vais proposer une dictée, où je vais travailler les notions de base, c'est-à-dire, par exemple, je vais travailler le lexique des vêtements, je vais travailler, imaginons, le présent. Donc, tout ce que je vais travailler au niveau savoir de base, je vais l'inclure. Et les élèves, d'abord, ils font leur dictée individuelle. Après, je leur mets par groupe de 3 ou 4. Et là, c'est le plus intéressant, puisque entre ces 3 et 4 collègues, camarades, ils vont devoir choisir une seule. Et entre eux, ils vont devoir interagir, ils vont devoir expliquer pourquoi ce mot a fini en X ou en S. Donc, c'est pas l'intervention, c'est pas le prof qui corrige, c'est eux-mêmes qui s'auto-corrigent. Donc, il y a une auto-correction. Et en plus, c'est de l'actionnel puisqu'ils sont en train de collaborer. Et l'enseignant, il fait de l'actionnel aussi puisqu'il tourne autour des tables et il va les aider un petit peu comme on l'a vu avec le slam, la fonction de l'enseignant. Et ensuite, cette dictée va se corriger d'une manière globale. Et ça, il y a un élément très important, c'est le traitement de l'erreur d'une manière positive. C'est-à-dire que beaucoup de fois, quand on fait une dictée, avant, tu as 20 fautes. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui commet des erreurs, puisque on est d'abord d'une manière individuelle, après en groupe et la salle de classe. Donc, le traitement de l'erreur est positif. Et on refait tous ensemble une correction et on doit choisir une. Et à partir de là, il peut y avoir des erreurs, évidemment, parce que c'est des élèves, mais on voit l'erreur comme positive. Et là, c'est à moi de leur corriger exactement toutes les erreurs. Donc finalement, il faut une dictée d'une méthode traditionnelle. Et il y a un processus de négociation. Donc on a vu que la négociation, c'est la compétence spécifique numéro 4. Ils doivent parler entre eux. Donc il y a aussi la compétence spécifique numéro 2, la production orale, mais aussi il y a la production écrite et la compréhension, parce que quand il y a une interaction, on doit comprendre ce que notre camarade nous dit pour pouvoir établir cette correction ou pas. Donc, c'est vraiment à partir d'une dictée qui était vraiment un exercice très ennuyant, on le crée à travers un exercice collaboratif. Voilà, c'est de la collaboration, c'est de la coopération, c'est du kinesthésique finalement. On s'amuse, on motive les apprenants, d'accord, on s'auto-corrige, il y a de l'interaction, etc. Ok, super. Dernière question, Antonio, parce qu'en fait, il y a pas mal de questions, mais dernière question de oui ou non, hein? Oui ou non? Il y a une collègue qui dit, peut-on par exemple créer 12 situations d'apprentissage différentes pour la programmation? Pardon? 12. Peut-on? 12 situations. 12 situations d'apprentissage différentes pour la programmation. Alors, si on parle du concours, il faut, en Andalousie, créer 12 situations d'apprentissage. On est obligé, minimum 12. Et effectivement, si on parle de l'enseignement de notre quotidien, on peut créer n'importe lequel. Une situation d'apprentissage, elle peut durer un jour, une séance. Elle peut durer 5 séances. Si on parle du concours, normalement, la planification, on est à 175 jours d'heures lectivas. Donc, si on divise 12 par 175 jours à 2 heures par semaine de deuxième langue étrangère optative de deuxième langue, d'accord, on est évidemment à 5-6 séances. C'est pour ça que j'ai mis sur le schéma 5-6 séances pour la planification d'une unité ou d'une situation sur un concours. Mais c'est différent, le concours de notre quotidien, puisque nous, on peut réaliser une situation en une séance. Voilà, donc voilà, il y a la collègue qui dit oui, je parle du concours. Voilà, donc elle parlait bien du concours pour sa question. Voilà, d'accord. Ok, bon, voilà, Antonio, je te remercie énormément. C'est un sujet très large. On va essayer, Antonio. Et là, voilà, je te lance
l'invitation pour un deuxième volet pour ce sujet, pour aborder ce sujet, peut-être avec déjà des exemples un peu plus concrets ou pour montrer aux participants. Donc, je remercie bien sûr à tous les collègues qui nous ont accompagnés. On était presque 200 dans la salle en train de t'écouter, Antonio. Donc, merci beaucoup. Merci à l'AIAC et International d'avoir organisé ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt. Pour le 13 avril, on a notre webinaire sur l'évaluation par compétences dans le cadre de la LOMLOE. Donc, je vous invite déjà à vous inscrire. Je vous ai laissé le lien dans, par chat là. Donc, voilà, j'espère vous voir très bientôt. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonio. Je vous dis au revoir et bon courage. Et à vous. Au revoir.